Première partie de cette leçon H4 sur humanisme, renaissance et réformes religieuses à l'époque moderne, c'est-à-dire au XVe et XVIe siècle, les bouleversements intellectuels que connaît l'Europe durant cette époque, c'est-à-dire la naissance d'un nouveau courant intellectuel qu'est l'humanisme. Alors, pour commencer cette première partie, nous allons voir comment l'humanisme renouvelle profondément la pensée de l'époque. Donc, comment l'humanisme est-il né? Comment des hommes ont-ils, du jour au lendemain, subitement, renouvelé pleinement la pensée de l'époque? Bon, évidemment, cela ne va justement pas se faire du jour au lendemain. Alors, l'événement déclencheur que l'on peut retenir, c'est en fait 1453. Cette date, on l'a déjà vue. 1453, c'est la prise de Constantinople par les Turcs ottomans qui renomment la ville et en font leur nouvelle capitale, Istanbul. Donc, de nombreux savants byzantins qui vivaient alors à Constantinople sont chassés de la ville et se réfugient très très vite en Italie. Ils emmènent avec eux des parchemins sur lesquels se trouvent des œuvres de l'Antiquité grecque et romaine. Des œuvres qui avaient totalement été oubliées en Europe de l'Ouest à l'époque médiévale. Et en fait, de fait, on va avoir des intellectuels qui vont se passionner pour ces œuvres antiques, qui vont les lire, les traduire et découvrir dès lors une nouvelle façon de penser qui avait été oubliée. Ils vont découvrir notamment la philosophie avec des œuvres comme celle de Platon. Et c'est un bouleversement majeur. Dès lors, pour eux, le Moyen Âge, l'époque qu'ils vivaient, va être considéré comme une période de déclin, de barbarie, en comparaison avec l'Antiquité, avec la grandeur de la réflexion qu'il y avait dans l'Antiquité. Pour les humanistes, qui s'inspirent des œuvres de l'Antiquité, l'homme doit être au centre de la réflexion. Ce n'est plus Dieu qui doit être au cœur de tout, mais bel et bien l'homme, cet homme qui est capable de faire progresser l'humanité, de rendre le monde meilleur en s'instruisant, en réfléchissant. Donc là, je vous renvoie à nouveau cette œuvre que nous avions vue dans l'introduction, qui s'intitule Les ambassadeurs, et où on voit bel et bien les personnages principaux qui sont des hommes et pas la religion et pas Dieu. D'où le terme d'humanisme, l'homme, l'humain, au cœur même de la réflexion. Pour les humanistes, comme je viens de vous le dire, pour faire progresser l'humanité, il faut que l'homme s'instruise. De fait, tous les humanistes, quels qu'ils soient, s'intéressent absolument à tous les domaines du savoir. C'est-à-dire qu'ils ont une soif de connaissances absolument exceptionnelle au niveau des lettres, des mathématiques, des sciences, de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, etc., etc. Pour eux, il faut tout apprendre, tout, absolument tout ingérer pour pouvoir faire progresser l'humanité. Alors, à cet égard, je vais vous prendre l'exemple d'un humaniste français, très connu, très célèbre encore aujourd'hui, qui s'appelle François Rabelais, que vous avez juste ici. Alors, vous devez le connaître, vous ne l'avez peut-être pas lu. Il est à l'origine de deux grandes œuvres qui sont Pantagruel et Gargantua, où un géant apprend à son fils à se comporter. Ces œuvres ont tellement marqué l'époque et se sont tellement vendues qu'un adjectif est né. Vous pouvez dire c'est un repas gargantuesque, c'est-à-dire un repas énorme. Donc ça rend hommage à ce Gargantua de Rabelais, ce géant, ce bon géant. On va donc lire un extrait, enfin je vais lire, désolé, vous n'êtes pas là, un extrait de l'œuvre de François Rabelais, de Pantagruel, dans le chapitre 8, qui a donc été publié en 1532 et qui montre ô combien les humanistes ont soif de connaissances. Alors, dans cet extrait, c'est le père qui enseigne à son fils les qualités requises pour devenir un bon humaniste. Donc, j'entends que tu apprennes les langues parfaitement. Premièrement, la grecque, secondement, la latine, et puis l'hébraïque pour les saintes lettres, et la chaldéique et l'arabique pareillement. Et que tu formes ton style quant à la grecque, à l'imitation de Platon, quant à la latine à Cicéron, qu'il n'y ait histoire que tu ne tiennes en mémoire présente. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique, je t'en donnais quelques goûts quand tu étais petit à l'âge de 5 ou 6 ans. Poursuis le reste. Et astronomie, saches-en tous les canons. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes et me les confères avec philosophie. Et quant à la connaissance des faits de nature, je veux que tu t'y adonnes curieusement, qu'il n'y ait mer, rivière, ni fontaine dont tu ne connaisses poisson. Tous les oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés ou ventres des abîmes. Puis, soigneusement, revisite les livres des médecins grecs, arabes et latins,
et par fréquentes anatomies, acquiers-toi parfaite connaissance de l'autre monde qui est l'homme. Et par quelques heures du jour, commence à visiter les saintes lettres. Premièrement en grec, le Nouveau Testament et Épître des Apôtres, et puis hébreu, le Vieux Testament. En somme, que je vois un abîme de science. Il te convient servir, aimer et craindre Dieu, et en lui mettre toutes les pensées et tout ton espoir. Donc, ce texte est véritablement révélateur, je pense que vous l'aurez compris, de ce que veulent les humanistes. Il faut faire progresser l'humanité, et pour cela, une seule solution, l'homme doit s'instruire. L'homme est capable de faire progresser cette humanité. Alors vous le voyez, hein, ici, on a véritablement un père qui demande à son fils de tout connaître. La géographie, les mathématiques, les sciences, les langues. Alors, ces humanistes qui ont soif de connaissances vont, pour certains, véritablement faire progresser les sciences. Alors, ici, le premier, je pense que vous le connaissez tous, Copernic, juste ici le Polonais Copernic, qui va donc affirmer que la Terre tourne bel et bien autour du Soleil. Et donc Copernic est un humaniste. Autre humaniste qui va bouleverser et permettre à la science de véritablement progresser, c'est Vessal. C'est un Flamand. Alors lui, il va procéder à la dissection de nombreux cadavres. Alors c'était quelque chose qui n'était pas fait du tout jusqu'alors, mais ça va permettre à l'anatomie de progresser et donc à la médecine directement. Ces humanistes qui font progresser les savoirs et encouragent tout à chacun à se cultiver, rentrent parfois en opposition avec l'Église, même s'ils demeurent très chrétiens, hein. À l'époque, on est véritablement encore sur une Europe particulièrement chrétienne, mais ce qu'ils avancent, ce qu'ils critiquent, remettent en cause l'Église, je vous rappelle, Église E majuscule, c'est-à-dire l'institution, le clergé, les clercs, les hommes d'Église, que l'on reconnaît notamment, hein, par la tonsure, c'est-à-dire le crâne rasé. Donc par exemple Erasme, alors cet homme, ce grand humaniste, l'un des plus grands, on l'appelle le prince des humanistes, qui est hollandais, on en parlera juste après dans le B, va par exemple dans son éloge de la folie, donc c'est l'une de ses œuvres, dénoncer les abus du clergé, c'est-à-dire que pour lui, le clergé n'est absolument pas exemplaire, ils vivent dans l'opulence financière et donc ils s'éloignent de cet idéal initial de pauvreté. De même, Copernic va également s'opposer à l'Église lorsqu'il affirme que la Terre tourne autour du Soleil. En fait, il rentre en totale opposition avec cette Église puisque celle-ci considère que la Terre est au centre même de l'univers. Enfin, Rabelais ne va pas hésiter à critiquer le manque de culture des clercs, leur inculture et leur cupidité, c'est-à-dire leur envie toujours d'avoir davantage d'argent. Alors, je vais toujours, pardon, c'est l'habitude, lire un extrait de Gargantua, cette fois de Rabelais, dans lequel il critique ouvertement l'Église et plus spécifiquement les moines. Dans cet extrait, Gargantua partage un repas avec ses amis et Gargantua, notre bon géant, critique les moines. Si vous comprenez pourquoi un singe dans une maison est toujours raillé et harcelé, vous comprendrez pourquoi les moines sont fuis par tous, vieux et jeunes. Le singe ne garde pas la maison comme un chien, il ne tire pas la charrue comme le bœuf, il ne produit ni lait ni laine comme la brebis, il ne porte pas de fardeau comme le cheval. Tout ce qu'il fait, c'est de salir et d'abîmer tout, ce pourquoi il ne recueille que moqueries et coups de bâton. De la même façon, un moine, je veux parler de ces moines oisifs, hein, c'est ceux qui ne travaillent pas, ne laboure pas comme le paysan, ne défend pas le pays comme l'homme de guerre, ne guérit pas les maladies comme le médecin, ne prêche ni instruit le peuple comme le pédagogue, n'assure pas les aises et les besoins de la collectivité comme le marchand. C'est pourquoi ils sont raillés et détestés par tous. En grosso modo, il est en train de comparer les moines, enfin une partie des moines en tout cas qu'il critique, à des singes, hein, très clairement, en disant qu'ils ne servent à rien, contrairement aux autres. Alors la suite, ils marmonnent une masse de psaumes, les psaumes c'est des textes chrétiens, qu'ils ne comprennent nullement. Ils débitent des prières entrelardées de longs Je vous salue Marie, sans y penser ni rien y comprendre, et j'appelle cela moque-Dieu, non prière, mais que Dieu les aide s'ils prient pour nous, et non par peur de perdre leur miche et leur soupe grasse. Tous les vrais chrétiens de toutes conditions, en tout lieu, en tout temps, prient Dieu et Esprit, prient et intercèdent en la faveur, et Dieu les prend en grâce. Alors cet extrait, lu comme ça, il doit vous paraître un peu compliqué, ou peut-être pas.
En fait, là, il est en train de critiquer ouvertement le manque de culture des clercs, hein. Je vous salue Marie, sans y penser ni rien y comprendre. Donc il débite ses prières sans rien y comprendre. Et de plus, il est en train de dire que Dieu doit les aider pour qu'ils apprennent à prier en fait pour aider les populations chrétiennes et non pas par peur de perdre leur miche, donc leur miche de pain et leur soupe grasse. Autrement dit, il faut qu'enfin les moines prient pour aider les autres, aider la population, et non pas par seule envie d'avoir de l'argent et de vivre dans l'opulence. Donc on est véritablement sur une critique conséquente de l'Église que vous voyez de la part des humanistes. Enfin, dernier élément, dans cet extrait de Gargantua, Rabelais souligne quelque chose de très intéressant que l'on a chez les humanistes et qui montre qu'ils critiquent l'Église. En fait, dans cette dernière phrase, regardez, tous les vrais chrétiens de toute condition, en tout lieu, prient Dieu et l'Esprit, prient et intercèdent en leur faveur et Dieu les prend en grâce. En fait, là, Rabelais dit que chaque chrétien peut lui-même avoir un rapport personnel au texte puisqu'il doit s'instruire, doit apprendre à lire ces textes anciens en apprenant le latin ou encore l'hébraïque pour l'Ancien Testament. Je vous rappelle, hein, c'est le livre sacré des Juifs, ou encore l'arabe pour comprendre le Coran. Donc, de fait, ces humanistes qui défendent un rapport plus personnel de chaque personne à la religion disent, grosso modo, ne croyez pas nécessairement tout ce que dit votre curé, le moine et autres, apprenez aussi par vous-même. Ce qui est une critique tout de même assez importante de l'Église E majuscule. Enfin, pour terminer ce grand 1 sur les bouleversements intellectuels que connaît l'Europe à l'époque moderne, nous allons voir comment cette pensée humaniste, qui a donc tout renouvelé hein, depuis le Moyen Âge, s'est diffusée. Premier élément extrêmement important, au milieu du XVe siècle, l'allemand Gutenberg, que vous voyez juste ici, invente l'imprimerie. Alors ici, vous avez une illustration de ces feuilles avec des caractères mobiles qui sont alors pressés sur une feuille et permettent en fait au livre d'être diffusé à volonté et sans erreur, alors qu'auparavant, je vous rappelle, on écrivait sur des parchemins et il s'agissait souvent hein, de moines copistes qui recopiaient à chaque fois les livres. Donc de fait, la naissance de l'imprimerie va permettre aux œuvres humanistes, aux livres des humanistes, de se diffuser en grand nombre et on va alors avoir de véritables succès de librairie, comme on pourrait dire, comme Gargantua et Pantagruel de Rabelais. Ainsi, avant la naissance de l'imprimerie au milieu du XVe siècle, on publiait quelques milliers de livres chaque année. Puis en 1600, 200 millions de livres sont produits en Europe. Enfin, l'humanisme se développe également, se diffuse grâce aux échanges très nombreux entre humanistes. Ces humanistes correspondent, ils s'envoient des lettres extrêmement nombreuses, ce qui permet de fait à chaque pensée de s'enrichir de l'autre, et ce à travers l'Europe. On est véritablement sur un mouvement européen. De plus, nos humanistes ne cessent de voyager. Ils ont soif de connaissances, soif de découvertes et donc voyagent. Alors pour illustrer ces voyages et ces grandes correspondances, nous allons prendre l'humaniste que l'on appelle le prince des humanistes, c'est-à-dire Erasme. Alors, il serait intéressant que vous réfléchissiez à ce terme, ce nom, Erasme. Vous le connaissez aussi parce que nous avions étudié en géographie le programme Erasmus, c'est-à-dire le programme estudiantin européen qui vous permet, par exemple à vous, Français, de partir étudier pendant un semestre, une année à l'étranger en Europe. Et en fait, ce nom Erasmus est issu d'Erasme, le voyageur, cet humaniste qui n'a cessé de traverser l'Europe et c'est en son nom. Donc regardez sur cette carte Erasme, le figuré ponctuel avec un petit rond là, orange, ça vous montre toutes les villes qu'il a visitées. Lui, il vient de Rotterdam. Donc il n'a cessé de se balader à travers l'Europe, en Italie, en France, en Angleterre, etc., etc. Et tous les petits carreaux blancs, les petits carrés blancs, représentent les lieux dans lesquels il a correspondu énormément avec des humanistes. On a donc une pensée humaniste qui se diffuse grâce aux échanges entre humanistes. Enfin, dernier élément qui explique que la pensée humaniste se diffuse grandement au XVe et XVIe siècle,
c'est cette volonté de la part des humanistes d'écrire dans les langues vernaculaires. Alors, c'est un mot qui paraît très compliqué pour pas grand-chose. Les langues vernaculaires, en fait, c'est les langues locales. Nos humanistes, puisqu'ils veulent que le peuple s'instruise, puisqu'ils veulent que le peuple fasse progresser l'humanité, il faut lui parler de façon claire. Et donc, ils vont décider d'écrire dans les langues parlées couramment et non plus dans les langues anciennes que sont le latin et le grec. Ainsi, par exemple, François Rabelais, lorsqu'il publie Pantagruel et Gargantua, écrit en français et non en latin et non en grec. Et voilà. Nous avons terminé cette première partie sur les bouleversements intellectuels liés à l'humanisme en Europe et on se retrouve dans quelques jours pour la partie numéro 2 liée au bouleversement artistique avec la naissance du mouvement qu'est la Renaissance. Au revoir à tous!